Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'INRS consacré aujourd'hui à l'évaluation des risques psychosociaux dans les petites entreprises et à la présentation d'un outil, l'outil Faire le point RPS, mis à disposition de ces petites entreprises pour faire cette évaluation en vue d'une intégration dans le document unique. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, plus de 1000 personnes. Donc, nous vous remercions beaucoup de cet intérêt. Vous êtes également très nombreux à nous avoir adressé des questions ou des sujets de préoccupation. Donc, à la fin de ce webinaire, nous essaierons de traiter quelques-unes de ces questions qui ont été particulièrement récurrentes. Donc, je me présente, je suis Valérie Langevin, expert d'assistance conseil en prévention des risques psychosociaux à l'INRS. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Donc, voici les différents points que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, un rappel du cadre réglementaire de l'évaluation des risques professionnels et quelques éléments de définition concernant les risques psychosociaux. Dans un deuxième temps, nous verrons quelques données chiffrées à propos de l'évaluation des risques professionnels et des risques psychosociaux en particulier, selon la taille des entreprises ou des établissements. Dans un troisième point, nous ferons une présentation de l'outil Faire le point RPS au travers des principales étapes de la démarche d'évaluation et au regard donc la façon dont cet outil fonctionne en ligne. Cet outil, on le verra, il a fait l'objet d'une refonte importante au cours de l'année 2020. Dans un cinquième temps, donc, nous verrons vos questions. Nous essayons de répondre donc, à celles qui ont été les plus récurrentes. Et enfin, pour vous informer, pour aller plus loin, nous vous indiquons quelques ressources documentaires et notamment au regard des questions qui nous ont été adressées concernant l'actualité, donc concernant la crise sanitaire, la reprise d'activité post-Covid. Donc, vous l'avez bien compris, c'est pas le sujet central de ce webinaire. Néanmoins, il faut en tenir compte et c'est la raison pour laquelle nous vous indiquerons les liens qui peuvent vous être utiles pour répondre à ces sujets de préoccupation du moment. Donc, tout d'abord, le cadre réglementaire et quelques définitions. Donc, l'employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, dans ce cadre, l'employeur doit évaluer les risques professionnels qui n'ont pu être évités conformément aux principes généraux de prévention et il doit transcrire les résultats de cette évaluation dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. Il doit le mettre à jour au moins une fois par an et plus en cas de modification importante qui peut impacter les conditions de travail. Donc, ça a été le cas pour la crise sanitaire qui a engendré la nécessité de mettre à jour le document unique. Donc, en quoi consiste l'évaluation des risques professionnels? Elle consiste à minima en une identification des risques présents dans les unités de travail, c'est-à-dire des groupes ou des situations de travail à peu près homogènes du point de vue des risques, et en une analyse des conditions d'exposition des salariés à ces risques. L'évaluation des risques professionnels doit déboucher sur la mise en place de mesures de prévention appropriées. Dans ce cadre réglementaire, les risques psychosociaux sont à évaluer au même titre que les autres risques professionnels, a priori, selon les mêmes principes de prévention et avec les mêmes acteurs qui ont été impliqués pour les autres risques professionnels. Donc, quelques définitions sur les risques psychosociaux. Donc, les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents de manière combinée ou non et en interaction. Donc, du stress, donc des situations de stress chronique qui se prolongent dans la durée, des violences externes, c'est-à-dire de l'incivilité, des agressions, des tensions avec le public, avec les clients, les usagers, les patients, et des violences internes,
c'est-à-dire des situations de tension, de conflit entre les salariés d'une entreprise. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou qui peuvent être générés par l'organisation du travail et les relations de travail. C'est ce que nous allons appeler les facteurs de risque psychosociaux. Ces risques s'analysent bien sûr au regard de l'activité concrète des salariés. Donc on peut prolonger cette définition illustrée par le schéma présent ici. Donc au centre, on retrouve les risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux sont déterminés par un ensemble de facteurs de risque sur lesquels on reviendra un peu plus loin dans la présentation. Les risques psychosociaux peuvent engendrer des conséquences pour les salariés, notamment en termes d'atteinte à la santé, et des conséquences pour l'entreprise, en termes, par exemple, d'absentéisme, de turnover, de dégradation, de la productivité, etc. Donc, le propos de cette conférence, c'est de vous présenter un des outils que l'INRS a développé, en collaboration notamment avec Descartes, on y reviendra, pour aider les petites entreprises à évaluer les facteurs de risque psychosociaux en vue de leur intégration dans le document unique. Donc, avant de voir plus en détail l'outil Faire le point RPS, quelques données chiffrées sur l'évaluation des risques professionnels et des risques psychosociaux en particulier, selon la taille de l'entreprise ou de l'établissement, puisque là, on cible plutôt les petites entreprises. Donc, ce qu'on va voir consiste en une série de 3 représentations graphiques qui représentent toutes des données qui sont issues du volet employeur de l'enquête conditions de travail de la DARES, du ministère du Travail. Donc, ce premier graphique qui porte sur la part des établissements ayant intégré ou mis à jour leur document unique au cours des 12 derniers mois. Donc, pour l'année 2016, 2013 et 2016. Donc, à gauche du graphique, on a des données concernant la fonction publique et à droite du graphique, on a des données pour le secteur privé en fonction de la taille des entreprises. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, pour le secteur privé, la hauteur des barres totales augmente avec la taille de l'entreprise, c'est-à-dire que plus l'entreprise compte de salariés, plus elle a procédé à l'élaboration ou à la mise à jour du document unique. Ce qu'on peut voir aussi dans ce graphique, c'est que la prise en compte des risques psychosociaux dans le document unique augmente également avec la taille de l'entreprise. C'est les barres en bleu. Cette deuxième représentation graphique porte là, cette fois-ci, sur les mesures de prévention du risque psychosociaux mises en place par les entreprises ou les établissements en 2013 et en 2016. Ce qu'on constate pour le secteur privé, c'est que le pourcentage d'établissements ayant mis en œuvre des mesures de prévention des risques psychosociaux augmente en fonction de la taille de l'entreprise. On part à peu près de 25% pour les petits établissements de 1 à 9 salariés pour aboutir à un pourcentage de près de 96% pour les entreprises ou les établissements de 500 salariés et plus. Donc, on constate aussi que ce pourcentage, il reste à peu près identique entre 2013 et 2016, avec 2 exceptions notables, notamment pour les entreprises entre 50 et 250 salariés, où ce pourcentage a augmenté quand même de manière notable, et également une augmentation entre ces deux dates-là pour les trois versants de la fonction publique. Troisième graphique qui, cette fois-ci, présente le cumul ou non
de mesures de prévention dans les entreprises des risques psychosociaux avec les autres risques professionnels qui sont ici dénommés les risques physiques. Donc, en vert, on a les entreprises qui n'ont mis en place que des mesures contre les risques psychosociaux. En rouge, des entreprises qui ont mis en place des mesures sur les deux types de risques. Et en bleu, des entreprises qui n'ont mis en place que des mesures contre les risques physiques. Donc, encore une fois, on constate que plus la taille de l'entreprise augmente, plus elle a tendance à mettre en place à la fois des mesures de prévention des risques psychosociaux et des autres risques. Pour les petites entreprises, on voit que c'est quand même plus majoritairement des mesures contre les risques physiques uniquement. Donc, à travers ces chiffres, en fait, on voit bien là qu'il y a un véritable enjeu à faire progresser la prévention des risques psychosociaux dans les petites entreprises. Donc, d'où l'intérêt de découvrir l'outil que l'INRS a développé en partenariat avec d'autres partenaires, on va y revenir, pour aider à progresser de ce point de vue-là. Donc, voyons la présentation de cet outil. Donc, quelques mots sur son contexte d'élaboration. Donc, c'est une méthode qui est proposée pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est issu d'un groupe de travail institutionnel qui avait été mis en place et animé par la cellule risques psychosociaux de la Direction générale du travail et qui rassemblait tous les organismes de prévention et des acteurs de terrain. Il existe deux versions de l'outil Faire le point, une version générique ou interprofessionnelle et une version pour le secteur sanitaire et social. On a voulu que cet outil soit utilisable de manière autonome par les petites entreprises. Le choix des questions qui composent cet outil a été réalisé à partir d'une revue d'un certain nombre de travaux scientifiques et de guides pratiques. La première mise à disposition de cet outil date d'octobre 2012. Il s'agissait alors d'une macro Excel. Comme je vous l'ai dit en introduction, cet outil a fait l'objet d'une refonte importante cette année et on dispose désormais d'une version qui est en ligne et qui a permis de contourner certains problèmes techniques qu'on rencontrait avec la macro Excel. Cette mise à jour nous a aussi permis de tenir compte des retours d'expérience qu'on avait eus concernant l'utilisation de l'outil Faire le point. Donc, c'est un outil qui comporte 41 questions à débattre collectivement. Donc, ça, on y reviendra. L'aspect collectif est très important. Il se compose de 8 thèmes, donc 6 familles de facteurs de risque psychosociaux. Tout d'abord, l'intensité et le temps de travail, donc qui concerne les horaires de travail, l'organisation du temps de travail, les rythmes de travail, la complexité du travail, la clarté ou non des objectifs de travail, par exemple. La deuxième famille concerne les exigences émotionnelles. Donc, c'est l'exigence dans son travail de devoir façonner, maîtriser, cacher ses émotions, notamment pour les métiers qui sont en contact avec du public, des clients, des usagers ou des patients. La troisième famille concerne le manque d'autonomie et de marge de manœuvre dans la façon de réaliser son travail. La quatrième famille concerne les rapports sociaux au travail dégradés. Donc, le fait de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance des efforts accomplis dans le cadre de son travail, de ne pas avoir suffisamment de soutien de sa hiérarchie, de ne pas pouvoir compter sur l'entraide des collègues, la solidarité, etc. La cinquième famille concerne les conflits de valeurs, la question du sens du travail. Donc, c'est par exemple la possibilité ou non d'avoir les moyens de faire un travail de qualité, la possibilité de s'en sentir fier du travail qu'on peut accomplir,
la possibilité de travailler, de faire de la qualité en quelque sorte, hein. Et la 6e famille concerne l'insécurité de la situation de travail. Donc, ça recouvre bien sûr la précarité de l'emploi, mais également l'insécurité qui pourrait naître de changements qui seraient récurrents, mal préparés ou mal accompagnés dans les entreprises. Nous avons également 2 thèmes complémentaires dans cet outil qui portent sur la prévention dans l'entreprise. Donc, des questions qui essayent de cerner l'impact déjà présent des risques psychosociaux sur l'entreprise et les salariés. Et d'autre part, des questions qui permettent de situer un peu le contexte de la prévention des risques professionnels en général dans l'entreprise. Donc, très rapidement, on y reviendra après dans la démonstration de l'outil. Au global, c'est un outil qui donne un tableau de résultats pour les 8 thèmes que je viens de présenter succinctement et également un rapport détaillé avec des définitions, des points de vigilance et des exemples de pistes d'action. Alors, il est important de souligner que cet outil ne permet pas de mesurer un niveau de stress, par exemple, ni de comparer les résultats entre plusieurs entreprises. Il s'agit d'une grille de questionnement qui est à utiliser de manière collective et non en individuel. Il ne s'agit pas d'un questionnaire individuel que les salariés répondraient, auquel les salariés répondraient un peu chacun dans leur coin. Et enfin, c'est un outil qui est adapté à l'entreprise dont la situation n'est pas dégradée, donc où le dialogue social est ouvert, où il n'y a pas forcément de relations sociales qui seraient conflictuelles ou présence de situations graves. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, il est important que l'entreprise elle traite au préalable des situations d'urgence, des situations d'alerte, des situations conflictuelles avant de procéder à une évaluation des risques en amont, tel que le permet l'outil Faire le point RPS. Donc, voyons les principales étapes de la démarche d'évaluation, ce qui va nous permettre de découvrir l'outil qui est en ligne. Donc, les principales étapes, elles sont classiques, hein. La première, c'est la préparation, une phase très, très importante. La deuxième, c'est l'évaluation proprement dite. La troisième concerne l'élaboration du plan d'action. La quatrième, la mise en œuvre du plan d'action. Et enfin, la 5e étape, le suivi et l'évaluation de l'efficacité des actions mises en place. Donc, concernant la première étape, je viens de le dire, elle est fondamentale pour garantir le succès de l'évaluation des risques psychosociaux. C'est parce qu'on aura bien préparé cette étape qu'on ne l'aura pas négligée, qu'on pourra avoir une évaluation de qualité et qui pourra déboucher sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc, le premier point, c'est l'implication du chef d'entreprise. Il est très important que le chef d'entreprise, il donne l'impulsion, c'est lui qui porte la démarche, même si par la suite, il se fait aider par d'autres compétences dans l'entreprise, c'est vraiment lui qui donne l'impulsion. Autre point, il est très important de définir un ensemble de règles et d'engagements. Le premier point, c'est se centrer exclusivement sur le travail et donc d'éviter de porter des jugements sur des comportements, sur des relations conflictuelles, de psychologiser un peu les difficultés ou de rechercher des responsabilités dans des situations problématiques. Il est très important de se centrer sur les situations de travail, sur l'organisation du travail, pour pouvoir après avoir des mesures de prévention qui vont centrer
centré sur le travail. Le deuxième point, c'est la protection de la parole, de l'expression sur le travail réel. Certains d'entre vous nous ont posé la question de la sincérité des réponses, de la liberté de parole ou encore de la confidentialité. Si l'employeur s'engage à protéger la parole des salariés, c'est-à-dire à ne pas prendre de sanctions disciplinaires sur le fait que les salariés ont parlé de leurs contraintes réelles de travail, ça, c'est un des gages de liberté d'expression et de sincérité dans les réponses. La question de la confidentialité, elle se posera moins à partir du moment aussi où on va être centré sur le travail et si on aura des garanties sur le fait qu'on ne risque pas d'être sanctionné ultérieurement pour avoir parlé réellement des contraintes de travail. Le troisième point, c'est le fait de consacrer les moyens nécessaires pour ce travail d'évaluation et de prévention. Il est important d'y consacrer le temps nécessaire. Il est important qu'il y ait une sensibilisation ou une formation en amont, si besoin, pour préparer ce travail d'évaluation. Et il est aussi essentiel que les salariés en charge de cette évaluation puissent avoir accès à des documents de l'entreprise qui peuvent permettre d'objectiver certaines contraintes de travail au-delà des entretiens qui seront menés. Autre point important, c'est qu'il faut bien sûr mettre en œuvre des actions de prévention centrées sur le travail et qui tiendront compte des résultats de l'évaluation. Dernier point, dans ce cadre de travail, il est important de le formaliser par écrit, de l'élaborer avec le comité social et économique s'il existe dans l'entreprise, le CSE, et donc de le formaliser par écrit. Enfin, il faut organiser la participation des salariés. On ne peut envisager une évaluation des risques et des risques psychosociaux en particulier sans recueillir leurs paroles sur leurs réelles contraintes de travail, sur leurs réelles difficultés, mais également, ceci est très important, sur les ressources qu'ils ont à disposition et qu'il est important de pouvoir préserver dans l'élaboration des pistes d'action. Donc la deuxième étape qui concerne l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux proprement dites, nous conseillons de diffuser au préalable les questions aux salariés pour qu'ils en prennent connaissance en amont. Donc ensuite, il s'agit d'organiser des réunions d'échange avec les salariés en collectif de travail. Ces réunions d'échange sont animées, si possible, par deux personnes. Donc une qui anime véritablement les échanges et l'autre qui peut prendre des notes, par exemple. Ça facilite ce travail. Et si un CSE est présent dans l'entreprise, ça peut être un binôme paritaire avec un représentant de la direction et un représentant des salariés. L'évaluation se fait par unité de travail, on l'a vu dans le cadre réglementaire précédemment. Et ce qu'on propose ici, en lien avec l'utilisation de l'outil Faire le point RPS, c'est de pouvoir discuter collectivement des questions, sur la base des échanges, de choisir une modalité de réponse et d'illustrer dans un champ de texte libre les réponses, ce qui va permettre de les contextualiser, de les objectiver, de les factualiser entre guillemets. Pour l'animation de ces échanges, on va le voir tout de suite après, un guide d'utilisation est disponible en ligne et on donne un ensemble de conseils pour animer ces réunions d'échange. Donc, vous pourrez vous y reporter ultérieurement. Donc, on va accéder à l'outil en ligne. Donc, je vais cliquer, ce qui va nous basculer sur le site de l'INRS, la page d'accueil de l'outil.
qui comporte une présentation succincte de cet outil, qui reprend ce que je viens de vous dire précédemment. Donc, le fait qu'il comporte 41 questions, que à l'issue de toutes les réponses, nous disposerons d'un tableau donnant les résultats de l'évaluation, un rapport détaillé de l'évaluation et également un tableau de bord Excel pour élaborer le plan d'action. Il vous est indiqué que cet outil est décliné pour les structures du secteur sanitaire et social. Nous, on va voir plutôt la démonstration de l'outil générique. Donc, le premier point que j'ai cité, c'est de prendre connaissance des questions pour pouvoir les diffuser au préalable. Donc, on clique ici, prendre connaissance des questions. Je ne vais pas le faire en direct parce que le temps que ça charge, ça met un petit peu de temps. Donc, je vais basculer sur le fichier que j'ai déjà ouvert sur mon ordinateur, ici. Donc, les questions. Donc, il y en a 41. Donc, on a là, par exemple, la première ici, avec les modalités de réponse. En général, il s'agit de 4 modalités de réponse ou de 2 modalités de réponse. Et pour chaque question, on a un champ de texte libre qui permet de noter les situations concrètes de travail discutées. Donc, comme je vous l'ai dit, qui permet de les contextualiser, de les objectiver, ce qui sera très important après pour la mise en place de mesures de prévention. Le plan d'action, il sera d'autant plus concret, opérationnel, que les discussions autour de ces questions ont été également concrètes. Donc, on va basculer sur le site de l'INRS. Donc voilà, donc on a cliqué sur prendre connaissance des questions. On peut commencer l'évaluation. On a un premier pop-in qui donne des éléments de méthodologie que je vous ai déjà donnés. Le fait de débattre collectivement des 41 questions, de répondre aux questions et d'apporter des précisions dans le champ commentaire. Le fait que une fois on aura les résultats, il faudra élaborer le plan d'action. Et donc, à tout moment, il vous est possible d'enregistrer l'évaluation et de la reprendre plus tard. Si vous n'avez pas eu le temps de tout terminer en une seule fois, vous pouvez l'enregistrer et la reprendre plus tard. Donc, on verra, il y a un bouton enregistrer. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les données, elles ne sont absolument pas stockées sur le site de l'INRS. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça va vous générer un fichier avec l'extension .rps. Ce fichier sera à enregistrer sur votre disque dur, sur votre plan de travail. Vous pourrez ainsi le récupérer par la suite. Un deuxième pop-in qui complète les conseils avant de commencer. Donc, on vous dit que toutes les questions doivent être renseignées pour obtenir le tableau de résultats. Et on vous redit également qu'aucune donnée n'est stockée sur le site de l'INRS. Avant vraiment de vous lancer dans l'évaluation, je vous conseille vivement de cliquer sur le guide d'utilisation de l'outil. Ça va vous générer un PDF que vous pourrez aussi enregistrer sur votre disque dur qui fait 5 pages. C'est assez rapide à lire, mais c'est vraiment très important pour pouvoir prendre en main l'outil. Donc, encore une fois, je ne vais pas cliquer, mais je vais aller chercher le fichier qui est déjà ouvert sur mon poste de travail. Donc, on a ici le guide d'utilisation, comme je vous le dis, il fait 5 pages et on passe en revue les différentes étapes de la démarche d'évaluation et on met au regard des captures d'écran de l'outil. Je pense que ça permet de bien de le prendre en main. Donc, je reviens sur le site de l'INRS. Vous avez également à votre disposition un tutoriel qui dure 3 minutes et qui complète aussi le guide d'utilisation et qui va compléter
ce webinaire. Donc, une fois que j'ai pris connaissance de ces informations, je clique sur « J'ai compris ». Donc, on arrive à l'écran d'accueil de l'unité de travail qui est évaluée. Donc, on va prendre un exemple d'une situation. Donc, par exemple, un garage automobile, concessionnaire d'une trentaine de salariés. Dans ce garage, en fait, on a identifié différentes unités de travail. Donc, par exemple, services informatiques, les commerciaux, les carrossiers, les mécaniciens, notamment. Donc, aujourd'hui, on va faire l'évaluation de l'unité de travail carrossier. Donc, je note carrossier ici. En dessous, dans ce champ-là, vous pouvez noter par qui a été réalisée l'évaluation. Excusez-moi, l'évaluation faite par Monsieur X et Madame Y, par exemple. Vous notez ce qui vous semble important à conserver en termes de traces de l'évaluation. Donc ensuite, je fais suivant. J'ai la première question. Il y a un écran par question. Vous avez ici une barre de progression du remplissage de l'outil. Donc, la première question, l'organisation en place dans votre entreprise permet-elle de faire face à la charge de travail? Donc, il s'agit au sein de l'unité de travail d'en discuter, de voir quelle modalité de réponse on peut choisir. Donc, on en discute. Au cours des échanges, il s'avère que c'est plutôt oui. Donc, et dans la case commentaire, on peut marquer de façon générale. Je fais un peu court, hein, mais ça se passe bien. Voilà. Toutefois, il y a des moments où c'est plus compliqué et on note à ce moment-là quand, à quel moment, dans quelles circonstances c'est plus compliqué. Voilà. Donc, je passe à l'écran suivant. La deuxième question. Arrive-t-il que des salariés de l'entreprise travaillent plus de 45 heures par semaine? Bon, il s'avère dans ce garage, c'est quasiment jamais. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on passe ensuite à la troisième question, etc., etc. Bon, je vais vous épargner les 41 questions de l'outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'évaluation de cette unité de travail carrossier qu'en fait, j'avais déjà finalisée. Donc, je vais faire retour à l'accueil de l'outil. Et là, je vais faire reprendre une évaluation que j'ai déjà enregistrée sur mon disque dur. Donc là, on m'explique qu'il faut que j'aille sélectionner le fichier avec l'extension .rps pour pouvoir poursuivre ou reprendre cette évaluation. Donc, un point très important dans l'utilisation de l'outil, il ne faut pas double-cliquer à l'endroit où vous avez enregistré le fichier. Ça ne marchera pas, ça mettra un fichier vide. Pour reprendre une évaluation déjà enregistrée ou en cours, il faut se connecter sur le site de l'INRS, à la page de l'outil, et bien cliquer sur « Reprendre une évaluation » dans ce sens-là. Sinon, vous rencontrez des difficultés pour pouvoir télécharger le fichier. Donc, je fais « Reprendre une évaluation ». Donc ici, j'ai l'unité de travail carrossier que j'ouvre. Donc là, je suis sur l'écran 8. Donc là, on avait répondu plutôt non. Et on explique pourquoi c'est plutôt non. Donc effectivement, là, la 7e question, on a aussi renseigné pour pouvoir expliquer le choix de la modalité de réponse. Donc comme ça, on a fait les 41 questions. Comme j'ai renseigné les 41 questions, je peux voir les résultats. Donc je clique ici. Je retrouve
le tableau de résultats que vous avez vu précédemment dans le diaporama. Donc, j'ai les 8 thèmes, les 6 familles de facteurs de risque psychosociaux, les 2 thèmes complémentaires sur la prévention dans l'entreprise. Les résultats sont présentés par ordre décroissant d'intensité du risque. Donc, on a en premier ce qui est élevé, ensuite modéré et ensuite faible. Cet ordre-là, on le retrouvera dans le rapport détaillé. Donc, avant de pouvoir accéder au rapport détaillé, il est très important de ne pas oublier d'enregistrer l'évaluation si ça n'a pas été déjà fait, pour ne pas perdre les données. Donc, vous pouvez cliquer ici ou cliquer ici, c'est pareil. Donc, une fois que cette précaution est prise, je peux faire télécharger le rapport détaillé. Donc, encore une fois, je ne vais pas le faire en direct parce que le temps que ça se génère, c'est un peu long. Donc, quand je clique sur le bouton rapport détaillé, j'accède à ce document qui ici fait 16 pages. Donc, je retrouve l'unité de travail carrossier, la date de l'évaluation, un commentaire sur la réalisation de cette évaluation, le tableau de résultats que l'on vient de voir précédemment. Donc, ensuite, le plan du rapport détaillé. Et ensuite, donc, le premier thème, les rapports sociaux au travail, puisque, effectivement, ils apparaissaient en niveau élevé. Pour chacun des thèmes, et cela pour les 8, on a en premier des définitions et des points de vigilance. Ensuite, les réponses aux questions et les commentaires associés pour expliquer les réponses. Donc, on a les numéros de questions, la réponse choisie et le commentaire associé. Et enfin, pour chaque thème, on a des exemples de pistes d'action. Donc, etc. Ensuite, je vais avoir le deuxième thème qui ressortait en rouge. Ici, dans cet exemple précis, c'était l'insécurité de la situation de travail avec un niveau élevé. Donc, etc., etc. Je repasse sur la page de l'outil. Donc, dernier point à vous montrer. Donc, je peux aussi télécharger un tableau de bord Excel que nous avons préformaté pour pouvoir réaliser le plan d'action. Donc, je clique là. Et donc j'ai les thèmes, les facteurs de risque psychosociaux, les différents thèmes. Je peux reporter ici le niveau de risque. Je peux faire un copier-coller des commentaires qui ont été mis dans le rapport détaillé. Je peux noter des actions de prévention déjà existantes dans l'entreprise, les nouvelles actions retenues par l'entreprise, le délai de réalisation pour chacune des actions, les personnes qui seront en charge de la réalisation. Et ici, nous avons remis les exemples de pistes d'action qu'on trouve dans le rapport détaillé. Donc, je reviens à l'outil. Je termine la présentation en ligne pour vous indiquer quelques fonctionnalités complémentaires. Donc, à tout moment, vous pouvez télécharger le guide d'utilisation. À tout moment, vous pouvez consulter le tutoriel. Vous avez ici quelques indications sur la conception de l'outil. Et là, vous avez un lien vers une enquête qui nous permet, nous, d'avoir des retours d'utilisation de cet outil. Donc, n'hésitez pas aussi à renseigner cette enquête en ligne une fois que vous aurez pu utiliser l'outil. Donc, nous allons revenir à la présentation du diaporama. Donc ensuite, une fois qu'on a fait l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux, il s'agit d'élaborer le plan d'action et de mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, bien sûr, sur la base du tableau de résultats qu'on a vu précédemment et du rapport détaillé, en s'aidant du tableau de bord et Excel,
L'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action est de la responsabilité de l'employeur, en lien avec le CSE s'il existe dans l'entreprise. Ensuite, sa mise en œuvre va bien sûr reposer sur différents acteurs dans l'entreprise, hein, notamment l'encadrement intermédiaire. Il est important que ces actions soient hiérarchisées et planifiées. Et il est important que ce plan d'action permette d'agir sur les contraintes réelles de travail des salariés, qu'on ne se limite pas à des intentions ou à des mesures globales. Il est aussi important que ce plan d'action permette de développer ou de préserver les ressources qui sont à disposition des salariés. La dernière étape, le suivi et l'évaluation des actions. Donc, il s'agit de connaître l'efficacité des mesures qu'on aura prises et mises en œuvre, de les ajuster si besoin. Donc, ce suivi, il se fait au sein du CSE s'il existe. Et dans tous les cas, il est important de pouvoir informer les salariés de l'avancée régulière du plan d'action et de l'efficacité des mesures. Donc, nous allons maintenant passer à vos questions, qui, comme je vous l'ai dit, ont été très nombreuses. Donc, on en a sélectionné quelques-unes. Donc, la première, c'est comment sensibiliser les petites entreprises à l'importance de la prise en compte des risques psychosociaux. En fait, cette question, elle s'inscrit plus globalement dans celle de la sensibilisation des petites entreprises à l'ensemble des risques professionnels. Alors, ce qu'on sait, c'est, de par les travaux qui ont été réalisés sur le sujet, et notamment à l'INRS, c'est que cette sensibilisation, elle sera d'autant plus efficace si elle est effectuée par métier ou par secteur d'activité, et si elle est relayée par des acteurs proches des petites entreprises, donc le service de santé au travail, bien sûr, les experts comptables, les organisations professionnelles, les chambres consulaires, hein, de métiers, d'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie. Donc, ces relais peuvent utiliser les supports qui sont mis à la disposition, hein, notamment ceux de l'INRS. Et ces relais peuvent ensuite orienter les interlocuteurs vers le service de santé au travail ou vers le service prévention des caisses régionales, CARSAT, CRAMIF, CGSS notamment. Deuxième question, peut-on utiliser l'outil Faire le point RPS pour des entreprises de plus de 50 salariés? Alors, oui, mais sous certaines conditions. Par exemple, pour des entreprises ayant un découpage d'unités de travail très fin, avec de tout petits effectifs, ça peut se concevoir. Ça peut aussi se concevoir si on veut déployer l'outil dans le cadre d'établissements multisites, hein. Donc, sous certaines conditions, on le peut. Sinon, pour les plus de 50 salariés, l'INRS avec les CARSAT a développé un autre outil qui s'appelle l'outil RPS-DU. Alors, peut-on utiliser l'outil Faire le point RPS de manière individuelle? Donc, on sait, hein, sur la base des retours d'expérience qu'on a eus, que c'est un usage observé, bien que non prévu, hein, dans la conception de l'outil. Cet outil n'est pas un questionnaire. Les items formulés s'adressent à un collectif de travail, et le fait de le proposer en questionnaire individuel supprime l'intérêt des échanges collectifs, empêche de créer une certaine dynamique, hein, autour de la prévention des risques psychosociaux.
et du coup ne permet pas l'émergence à la fois de situations concrètes de travail et ne permet pas non plus l'émergence de premières pistes d'action qui peuvent être spontanément proposées par les salariés. Alors, pardon, dans les entreprises, ça peut parfois être utilisé comme questionnaire individuel, notamment quand on a des salariés qui sont nomades ou dispersés. Bon, à la limite, pourquoi pas, dans un premier temps, si ça permet de commencer à évaluer les risques psychosociaux. Mais bon, la question qu'il faut vraiment se poser dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas des moments de rencontre collective qui sont prévus dans l'organisation du travail, où à certains moments, on regroupe les salariés pour faire le point avec eux, pour réguler le travail, pour échanger sur le travail de manière générale. Donc, à partir du moment où ces échanges collectifs existent sur le travail, on peut se saisir de cette opportunité pour faire une évaluation plus collective. Donc, à voir. Autre question, comment évaluer les risques psychosociaux dans une unité de travail lorsque les points de vue sont différents? Alors, c'est vrai qu'on n'aboutit pas forcément d'emblée tout de suite à un consensus pour toutes les questions. Ça serait, j'allais pas dire idéal, mais je crois que c'est pas possible. Donc, il y a forcément un consensus qui émerge suite à des discussions. Donc, quand on a des points de vue qui sont divergents, il faut vraiment inviter les participants à donner des exemples, à expliciter pourquoi ils pensent être exposés de telle ou telle manière. Et du coup, en ayant des exemples concrets, on pourra se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément la même expérience, les mêmes compétences, la même ancienneté, où on pourra se rendre compte qu'ils font pas tout à fait le même travail. Donc, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas tout à fait le même point de vue. Donc ça permettra aussi de tenir compte des diversités, y compris au sein d'une unité de travail, et ça pourra donner lieu à des pistes d'action spécifiques. Le chef d'entreprise ou la hiérarchie sont-ils présents dans les moments d'expression des salariés autour des questions de l'outil? Ça, c'est une question qui revient très, très souvent, qui est très importante. Alors, de manière générale, il est vrai que l'expression des salariés sera plus facile en dehors de la présence de la hiérarchie. Donc, si possible, il vaut mieux le faire de cette façon-là. Ça permet aussi de pas mettre en porte-à-faux l'encadrement intermédiaire. Quitte à dédier une unité de travail spécifique pour l'encadrement intermédiaire. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'exclure l'encadrement intermédiaire. Son rôle est fondamental au niveau de l'évaluation, mais aussi au niveau de la mise en œuvre des mesures de prévention. Et il faut bien penser que l'encadrement intermédiaire, notamment, c'est aussi des salariés et qu'ils peuvent avoir des contraintes de travail spécifiques à évaluer spécifiquement dans une unité de travail dédiée. Alors, si on est vraiment sur des toutes petites tailles d'entreprise, notamment moins de 10 salariés, il sera sans doute difficile de faire sans la présence de l'employeur. Mais du coup, là, ce qui va peut-être quand même faciliter l'expression des salariés, c'est le fait d'avoir, à l'étape de préparation de la démarche, bien défini des règles, notamment en termes de protection de la parole des salariés. C'est ça qui permettra quand même en présence de la hiérarchie, de faciliter l'expression des salariés autour de leurs contraintes réelles de travail. Dernière question, me semble-t-il, comment évaluer les risques psychosociaux de manière cohérente avec l'ensemble des risques qui sont déjà notés dans le document unique. Alors ici, un point de rappel, c'est que l'une des raisons d'être du document unique, c'est de regrouper en un seul support
les données présentant l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Donc, d'un point de vue réglementaire, il n'est pas du tout attendu que tous les risques soient évalués selon la même grille. Donc, par conséquent, pour l'évaluation des risques psychosociaux, on peut tout à fait envisager que ce soit un chapitre à part des autres risques professionnels. Et concernant la cotation, parce que derrière, il y a souvent l'idée d'harmoniser les cotations, il est aussi important à cet égard de rappeler que le choix des critères d'appréciation du niveau de risque ne relève pas de prescriptions réglementaires, qu'il relève d'un choix d'entreprise et que donc le choix des critères d'appréciation ou de cotation sera adapté à l'entreprise, mais peut aussi être adapté à la nature des risques évalués. Et là, typiquement, pour l'outil Faire le point RPS, nous avons décidé de ne pas prendre en compte le niveau de gravité résultant des dommages causés par les risques psychosociaux parce que ça nous semblait difficile à déterminer a priori. Donc, nous n'avons retenu que le critère des conditions d'exposition des salariés aux facteurs de risque psychosociaux. Voilà. Donc, pour terminer, quelques ressources documentaires pour compléter ce webinaire. Donc, un rappel sur les outils qui sont disponibles en ligne sur le site de l'INRS. Donc, l'outil Faire le point RPS dans sa version générique, dans sa version pour le secteur sanitaire et social. Ici, un article de la revue Référence en santé au travail de l'INRS qui explique comment l'outil Faire le point RPS a été conçu et comment nous l'avons fait évoluer très récemment. Et une foire aux questions dédiée à l'évaluation des risques psychosociaux pour les petites entreprises. Donc, dans cette foire aux questions, vous pourrez éventuellement retrouver des réponses à d'autres questions que vous avez posées et qui n'ont pas pu être traitées en direct dans ce webinaire. Pour évaluer les risques psychosociaux dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc je vous l'ai dit dans une diapositive précédente, nous avons l'outil RPS DU, qui est en cours de mise à jour. Je souhaitais également vous signaler une brochure que nous venons d'éditer en avril de cette année sur la démarche de prévention des risques psychosociaux de manière très générale. Donc, vous pourrez également la retrouver sur notre site. Je vous signale l'existence également de 7 dossiers web dédiés aux risques psychosociaux dans la rubrique risques de l'INRS. Donc, il y a sur les risques psychosociaux de manière générale, sur le stress, sur le harcèlement moral, sur le burn-out, sur les violences externes, sur l'épuisement professionnel, le burn-out, c'est la même chose, pardon, et également sur les suicides au travail. Bon, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais ça vous donne un peu un aperçu, parce qu'il y a eu aussi des questions sur le harcèlement moral ou le burn-out lors des inscriptions. Donc, je vous invite à retrouver ces dossiers en ligne sur le site de l'INRS. Donc, on souhaitait également vous signaler différents supports qui permettent de faire une sensibilisation sur les risques psychosociaux, notamment un guide pour les managers qui donne quelques conseils pratiques pour faire de la prévention des risques psychosociaux au quotidien dans son management. Un dépliant pour les salariés pour savoir à qui ils peuvent s'adresser en cas de difficulté. Et également une série d'affiches qui aident à combattre et à discuter autour des idées reçues concernant le stress ou les risques psychosociaux. Donc, un rappel sur les précédents webinaires que nous avons déjà organisés en lien avec les risques psychosociaux.
Donc, un webinaire pour les managers, un autre webinaire sur l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux, là pour les plus grandes entreprises. Un troisième webinaire sur le burn-out. Pour chacun de ces webinaires, vous avez des foires aux questions qui sont associées. Et l'ensemble de ces webinaires peuvent être vus en replay sur le site de l'INRS, sur la chaîne YouTube de l'INRS. Et vous pouvez également avoir accès aux diaporamas de ces webinaires par SlideShare. Concernant donc vos sujets de préoccupation par rapport à la crise sanitaire, à la reprise d'activité post-Covid, donc nous avons mis en ligne une page sur l'organisation de la reprise d'activité en prévenant les risques psychosociaux. Donc, vous pourrez y accéder via le lien qui est dans la diapositive. Nous avons également développé une infographie associée à cette reprise d'activité. Donc, 9 points clés pour agir en prévention des risques psychosociaux en lien avec le déconfinement. Je vous signale ou je vous rappelle l'existence aussi d'une page Covid-19 sur le site de l'INRS qui est très générale sur la crise sanitaire, mais qui comprend aussi des pages concernant les risques psychosociaux. Donc, au-delà de celle qui a été citée précédemment, on a aussi une page sur la pandémie et la problématique des violences externes et une page sur le télétravail en situation exceptionnelle. Donc voilà, on s'achemine vers la fin de ce webinaire. Donc si des questions subsistent, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, regarder les foires aux questions qui sont en ligne. Et si malgré tout des questions restent encore en suspens, vous pouvez bien sûr les adresser sur le site de l'INRS en suivant le lien qui s'affiche sur cette diapositive. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier de votre attention, de votre participation à ce webinaire. Et donc, je vous souhaite une très belle journée.